je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier Bourbon Hebdo de l'année. Au sommaire, aujourd'hui, il n'y aura pas de nouveau budget à Noël. On espère qu'il y en aura un avant la Saint-Valentin. En tout cas, on vous racontera les coulisses de cette commission mixte paritaire qui a échoué ce vendredi. Ça a été chaud cette semaine dans la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors, on vous racontera notamment le recadrage du rapporteur de cette commission par la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Enfin, on entre dans ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Alors, on vous racontera l'origine de cette expression et puis on vous expliquera aussi pourquoi cette année, la trêve n'en sera pas vraiment une pour les députés. Et pour vous servir cette semaine, je suis donc avec Stéphanie Despierres, Elsa Mondingava et Anne-Charlotte Dussault. Bonjour à toutes les trois, vous allez bien ? Très bien, pleine forme. Ouais, un peu plus d'énergie, s'il vous plaît, là. On essaye, mais c'est la fin de l'année. Bon, je rappelle rapidement vos rôles respectifs à chacune LCP. Elsa, toi, tu présentes l'émission qui est autour des questions au gouvernement tous les mardis, tous les mercredis. Stéphanie, toi, tu alimentes les émissions de l'antenne avec les infos que tu obtiens auprès de tes sources. C'est ça. Et toi, Anne-Charlotte, tu fais la même chose, mais c'est sur le site lcp.fr. On commence avec ce constat d'échec. C'était vendredi matin. Nous étions près d'un compromis. Nous ne sommes pas, en revanche, assurés que le texte sur lequel nous aurions pu aboutir aurait pu avoir et le vote positif de l'Assemblée et le vote positif du Sénat. On a une manière de se défausser de la part de l'exécutif sur les assemblées dont la responsabilité de ne pas trouver un budget. Alors ça a été vrai sur l'Assemblée, après qu'elle ait, je vous rappelle, battu le budget en partie 1 des recettes par 404 voix contre une, ce qui est absolument historique. Et là, on voit que ça a été le cas vis-à-vis du Sénat, accusé de tous les maux. C'est pas la pluie de sauterelles que je promets, ni les catastrophes et les cataclysmes. Je ne suis pas cataclysmique. On l'a déjà vécu l'an dernier. Il ne faut pas qu'on s'habitue quand même dans un pays à ce que le Parlement se prive de ses prérogatives principales, c'est celle de voter le budget. Alors, c'était par ordre d'apparition. Philippe Juvin, le rapporteur général du budget, Éric Coquerel, le président de la Commission des finances, et Marc Fesneau, le président du groupe démocrate à l'Assemblée. Tout cela après l'échec donc de la commission mixte paritaire sur le budget. Donc, je rappelle le principe d'une CMP, comme on dit. On enferme 7 députés et 7 sénateurs dans une pièce pour qu'ils se mettent d'accord ou pas sur un texte de loi. Et là, c'est le pas qui l'a emporté. Constat d'échec, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour acter l'absence d'accord. Je crois que quand ils sont rentrés dans cette fameuse CMP, ils savaient tous qu'ils n'allaient pas rester enfermés 2 jours. La CMP pouvait être prévue aujourd'hui, voire demain, s'il fallait du temps pour négocier. Là, tout le monde donnait rendez-vous 1 heure après. Ce qu'il faut savoir, vous l'avez dit, c'est à huis clos. Donc nous, on met dans ce cas une équipe, salle des 4 colonnes juste à côté pour recueillir les réactions. Parce qu'il se trouve que là, elle avait lieu dans l'enceinte de l'Assemblée, mais que ça peut se jouer aussi au Sénat. Voilà, c'est une fois l'un, une fois l'autre. Donc là, c'était à l'Assemblée nationale. Et puis ce qu'on fait, évidemment, comme c'est à huis clos, c'est qu'on envoie des textos à des députés de tous les groupes politiques, nous députés, les autres chaînes aussi, les sénateurs. On ne s'interdit pas d'interroger les sénateurs pour qu'ils nous donnent l'ambiance, les phrases un peu des uns et des autres. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est que voilà, c'est à huis clos, mais il y a même des groupes politiques qui créent une boucle WhatsApp pour tenir informée la presse. Donc il y a un petit concours, tout le monde essaye d'avoir l'annonce le plus rapidement possible. Il y a les 7 députés, 7 sénateurs, mais il y a des suppléants aussi qui sont dans la salle, donc qu'entendent, mais qui n'ont pas le droit de vote à la fin s'il y a vote. Et chaque donc groupe politique est représenté. Effectivement, chaque groupe politique est présenté et chacun, notamment un groupe politique, avait créé une boucle WhatsApp dont le suppléant nous racontait en direct ce qui se passait dans la CMP. Et ça donne des sons de cloche différents parfois dans les infos. Non, là c'était assez cohérent. Moi, au bout de 3 minutes, j'avais un texto qui me disait ça va aller très vite, on va très vite vers un échec. Et ça s'est déroulé dans quelle ambiance ? L'ambiance était plutôt cordiale. Tout le monde savait que finalement, on était un peu résigné à l'échec. Voilà, c'est le rapporteur général du budget au Sénat qui a commencé à parler en disant que le compromis n'avait pas abouti. Puis Philippe Juvin a, lui, déclaré la même chose en disant que cette CMP était non conclusive donc. Mais après, il y a un petit temps où chaque groupe peut parler. Dans ces cas-là, il n'y a pas donc de vote parce qu'en fait, ils n'avaient même pas un texte devant les yeux. Ils ont acté tout de suite le désaccord. En fait, finalement, ça a commencé à 9h30, ça a duré 1 heure en tout, avec toutes les prises de parole, mais au bout d'une vingtaine de minutes, on savait que ça serait non conclusif. Et qui est responsable de cet échec alors ?
Ça dépend pour qui. À qui on demande. Voilà. Quand on demande au Bloc central ou aux socialistes, ils disent que c'est la droite sénatoriale qui, arc-boutée sur son refus des hausses d'impôts, ne voulait pas de compromis, etc. Quand on demande évidemment au rapporteur du Sénat de droite républicaine, il dit que c'est la faute du gouvernement parce qu'il dit « je veux tordre le cou aux insinuations qui visent le Sénat ». Ce qui a manqué, dit-il, c'est d'avoir un point d'atterrissage éclairé par le gouvernement. Enfin voilà, donc selon à qui on demande, la faute n'est pas attribuée à la même personne. Est-ce qu'il y a quand même eu des négociations en amont pour... Est-ce qu'il y avait un vrai espoir d'accord? Il y avait un espoir qui paraissait très illusoire, mais en tout cas, le gouvernement a voulu donner toutes les chances. Normalement, une CMP, ça peut être convoqué assez vite, en fait. Et là, il y a eu 4 jours entre le vote au Sénat lundi et la convocation de la commission mixte paritaire aujourd'hui. Et on voyait très bien que le gouvernement voulait essayer, pendant ce laps de temps, d'avoir des négociations, mais on a eu assez vite l'impression que les négociations ne démarraient pas vraiment, que c'était coincé. Il y a eu un moment très important mercredi aussi. En fait, il y a eu de l'eau dans le gaz entre le gouvernement et les sénateurs. Dès lundi soir, quand Roland Lescure, le ministre de l'économie, au Sénat, leur fait un peu la leçon et leur dit non, mais ce que vous avez voté, on est à 5,3% de déficit, c'est inacceptable. En plus, il fait une petite blague en disant Houston, on a un problème, vous savez, en référence à la NASA qui lance ses fusées. Et les sénateurs n'ont pas du tout apprécié. Mercredi, les questions au gouvernement au Sénat se passent hyper mal. Il y a même des huées un peu pendant que Sébastien Lecornu parle, donc ça n'arrange pas les relations et ça n'arrange pas la possibilité éventuelle d'un compromis. Sébastien Lecornu, hier matin, dit en fait, il y a l'irresponsabilité, la radicalité des sénateurs sont en train de compromettre la CMP. Donc voilà, il y a eu beaucoup de tensions au milieu de la semaine. Après, il y a eu effectivement des avancées, pour revenir à ta question, notamment avec le Bloc central et les socialistes. Des deux côtés, ils nous disent que c'était peut-être trop juste pour là, mais il y a eu des avancées, notamment Philippe Brun, le député socialiste, prend la parole après la CMP vendredi matin et lui dit on déplore l'échec de la CMP, on est le 19 décembre, on avait tout le temps de trouver un compromis et de voter un budget d'ici au 31 décembre. Donc il y avait, on sait qu'il y a des choses qui ont un petit peu bougé dans les discussions. Et dans le Bloc central, certains disent qu'en janvier, il pourrait arriver à un compromis, que là, le temps était trop court. Mais bon, voilà. Alors, en attendant de parler de janvier, s'il y avait eu un accord dans cette CMP, c'était quand même pas gagné. C'était ça aussi le problème du début, c'est-à-dire qu'il y a 2 degrés d'accord, parce que quand bien même il y aurait pu avoir un accord entre le Bloc central et la droite qui est majoritaire au sein de cette fameuse commission mixte paritaire, il n'était pas question de proposer quelque chose dont on était sûr que l'Assemblée rejette le texte qui était prévu mardi. Un accord en commission mixte paritaire doit être validé par les deux deux chambres. Tout à fait. Donc il y avait aussi du côté du Bloc central la volonté de dire on ne va pas non plus faire semblant de se mettre d'accord si finalement 2 jours après c'est retoqué. Mais il y a eu même les rumeurs les plus folles puisque la veille de la CMP, on nous disait même mais est-ce que finalement c'est pas une erreur de la convoquer tout de suite? Convoquons-la début janvier, comme ça on a encore le temps de travailler et à ce moment-là on pourrait aboutir peut-être à un accord. Donc certains se disaient peut-être que oui, il y a un petit manque de temps comme Anne-Charlotte disait pour essayer d'accorder toutes les positions. Bon alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? Éclairez-moi, éclairez-nous. La loi spéciale. Loi spéciale, parce qu'il faut. C'est quoi alors c'est un budget à minima, c'est-à-dire qu'on reconduit les crédits votés l'année dernière et on permet à l'État de payer les fonctionnaires, de lever l'impôt. Mais c'est vraiment le basique, le strict minimum. C'est un budget de transition. Ça ne règle pas tout. C'est une rustine en attendant. C'est transitoire. Et cette loi spéciale, elle pourrait être votée quand? Dès lundi, il faut quand même qu'elle passe en Conseil d'État, qu'il y ait un Conseil des ministres. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ça peut vraiment être très rapide parce qu'il n'y a pas d'amendements qui sont recevables normalement sur une loi spéciale. En fait, c'est 2 lignes. Vous avez 2 lignes, une qui dit on autorise l'État à percevoir les impôts et une deuxième ligne qui dit l'État peut engager des dépenses à hauteur de l'année dernière. Voilà. Tout le monde va la voter. Ça, il y a pas de débat. Les groupes se sont déjà comme l'année dernière. Là-dessus. Ce sera Assemblée, Sénat ou Sénat, Assemblée, voté conforme et ça peut être fait en une journée même. Rapidement. Sauf que ça règle pas le fond du problème. Il faut trouver une majorité pour voter un nouveau budget en janvier. Est-ce qu'on sait comment tout cela va pouvoir atterrir? En fait, après la commission mixte paritaire, donc début janvier, il y a la suite de la procédure parlementaire sur le budget qui va se poursuivre. Donc il va y avoir une nouvelle lecture dans les 2 chambres. Et après, toute la question est là, c'est est-ce qu'il va y avoir un compromis qui va permettre d'aboutir à une majorité et un vote, notamment à l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot.
Et là, c'est pas gagné, donc on verra ce que ça donne, si ces négociations avancent ou pas. Et ce que beaucoup disent, c'est que la seule solution, ce sera le 49.3 d'une manière ou d'une autre, parce que voter le budget de la sécurité sociale, c'est déjà faire un pas pour les groupes d'opposition. Voter le budget de l'État, ce serait un changement de positionnement par rapport au gouvernement tellement grand. Je crois qu'Olivier Faure redit ce matin qu'il n'est pas question de voter pour le budget. Et donc, beaucoup poussent en disant la seule solution, c'est le 49. Et puis, on parle beaucoup des socialistes. Et s'il y a abstention des socialistes, OK. Mais en fait, l'abstention des socialistes, dans le rapport de force à l'Assemblée nationale, ne suffit pas pour faire voter le budget. Il faudrait que les écologistes s'abstiennent aussi, que les communistes s'abstiennent. Et là, ça paraît encore plus compliqué. Donc, on n'a pas fini de parler du budget dans Bourbon Hebdo. Non, et ça, il y a peut-être une volonté commune et une majorité, c'est que la majorité des députés aimerait passer à autre chose quand même, parce que ça fait déjà 3 mois qu'on est matin, midi et soir là-dessus. Il y a d'autres textes qui attendent. Il y a les municipales en mars. Exactement. Donc effectivement, est-ce qu'à la rentrée, un 49.3 un peu négocié satisferait tout le monde? C'est une piste. Alors, on va passer à autre chose nous-mêmes. L'autre feuilleton de la semaine, il a concerné la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Alors c'était donc Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, mercredi sur France Inter, qui parle de Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Charles Aloncle, député UDR. Qu'est-ce que Yaël Braun-Pivet lui reproche ? Elle lui reproche de politiser cette commission d'enquête et aussi de tweeter en direct ce qui se passe dans cette commission d'enquête. Enfin, c'est pas lui qui le fait directement, mais les équipes en fait, du député tweetent sur les réseaux sociaux ce qui se passe en direct dans la commission d'enquête. Et c'est vrai que c'est une commission d'enquête qui est, Yaël Braun-Pivet l'a signalé, et pour beaucoup de députés qui en sont membres, est très à charge. Normalement, dans une commission d'enquête, on essaye d'avoir, pas forcément d'impartialité, ça n'existe pas, mais au moins d'essayer d'avoir des éléments un peu qui vont dans un sens ou dans l'autre. Là, le questionnement du rapporteur donne quand même le sentiment d'être un questionnement assez à sens unique. Et je ne dis pas ça parce qu'on est journaliste et qu'on est nous-mêmes visés d'une manière ou d'une autre. Très concrètement, même lui, quand ses équipes retweetent des choses, les auditionnés parfois se disent « mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit ». Il en tire une conclusion que ce n'est pas la phrase que j'ai prononcée comme ça ou la conclusion ça s'est passé effectivement pendant la commission d'enquête. En fait, il y a eu suspension de séance à un moment et l'auditionné reprend en disant « mais je viens de voir un tweet et c'est pas, enfin, vous écrivez ». Ça ne correspond pas à ce que j'ai dit pendant la commission. C'est pas des citations, entre guillemets, de un tel a dit ça, c'est un tel ne regrette jamais. Enfin voilà, c'est vraiment une interprétation des propos qui dérange les intéressés qui se rendent à cette commission. Sachant qu'il faut préciser, c'est que les commissions d'enquête, c'est public, donc c'est filmé. Pour le coup. Et c'est diffusé d'ailleurs. Et c'est diffusé souvent sur RCP. Sur notre chaîne YouTube, regardé par beaucoup de gens. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce recadrage de Charles Aloncle par Yaël Braun-Pivet a pas vraiment calmé ses ardeurs. Et alors, recadré, si je puis dire, parce qu'il y a sur l'extrait de la vidéo de France Inter où Yaël Braun-Pivet, justement, annonce ce rappel à l'ordre, elle a été très massivement retweetée par les députés Rassemblement National, l'allié des troupes d'Éric Ciotti, Marine Le Pen. Ils ont vraiment, Jordan Bardella, tous les députés RN ont retweeté en disant que c'était inadmissible que la présidente s'immisce là-dedans. Donc vraiment, il y a une guerre de position. Et oui, c'est vrai qu'il y a Charles Aloncle, pour le coup, n'a pas du tout changé sa manière de travailler. Lui-même a réagi finalement aussi au propos d'Yaël Braun-Pivet en disant c'est la première fois qu'un tel traitement est réservé à un député, je ne céderai ni aux pressions ni aux intimidations. Et effectivement, dans son comportement, il a continué de faire la même chose. Et ce qui a déclenché un communiqué de Yaël Braun-Pivet qui resitue un peu les choses, on va dire. Oui, en fait, c'est un communiqué où elle explique que Charles Aloncle n'est pas le premier à recevoir un rappel à l'ordre, qu'il y en a eu d'autres, et donc elle donne 5 exemples qui remontent à 2024, donc c'est assez récent. Elle parle par exemple de la commission d'enquête sur la TNT, où là le rôle aussi du rapporteur Aurélien Saint-Houl de la France Insoumise avait été questionné. Beaucoup disaient qu'il était justement à charge, alors là cette fois c'était plutôt contre les médias tels que CNews. Il y avait aussi, je vous rappelle, des grands débats pendant la commission d'enquête Bétaram, le MoDem, donc le parti de François Bayrou, ne cessait de dénoncer une commission d'enquête à charge, donc les débats ne sont pas nouveaux. Et c'est vrai que les députés sont toujours soit sur une ligne de crête, soit ils sont tombés d'un côté ou de l'autre. Mais c'est une commission d'enquête, c'est pas un tribunal. Normalement, il ne faut pas empiéter sur la justice. Et c'est là que c'est parfois l'exercice est assez compliqué.
Mais ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici. La question se pose, est-ce que cet outil des commissions d'enquête n'est pas dévoyé aujourd'hui ? Déjà, dans le choix des commissions d'enquête, on voit que les groupes qui ont le choix, qui disposent d'une commission d'enquête par session, font des choix de plus en plus politique, quelle commission d'enquête va aussi être le plus médiatisée. On sait que les politiques, c'est vraiment juste avec pour objectif d'embêter, de politique, nuire au voire camp d'en face. C'est ça. Exactement. Je crois que les troupes d'Éric Ciotti, au début, voulaient travailler sur l'immigration et là, a vraiment décidé de cibler l'audiovisuel public. C'est un choix très conscient aussi à l'approche, à 1 an et demi de l'élection présidentielle, puisque eux veulent privatiser l'audiovisuel public. Il y avait eu la commission d'enquête de la droite républicaine qui, au début, sur les liens entre les partis politiques et les mouvements islamistes. Et en fait, elle visait initialement la France insoumise. Nommément, elle n'avait pas été jugée recevable par les instances de l'Assemblée. Donc, elle avait été réécrite pour mettre les partis politiques en général, même si la visée ne faisait pas de doute. Alors, on va revenir un peu sur les auditions de cette semaine, de cette commission d'enquête. Et je le disais, elles ont été assez tendues. Il y a eu la présidente de Radio France, la directrice de France Inter, et puis les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui avaient eu un échange dans un café parisien avec deux responsables du Parti socialiste, un échange qui a été filmé à leur insu, puis rendu public par le magazine L'Incorrect. Et alors, lors de leur audition cette semaine, Charles Aloncle a révélé qu'il s'était procuré le constat d'huissier qui a été réalisé sur cet enregistrement. Et cela n'a pas plu à tout le monde. Dans le cadre des textes qui régissent les commissions d'enquête, les contrôles sur place et sur pièce, ce sont sur les administrations. Donc j'aimerais savoir quel type de contrôle sur place et sur pièce vous avez été faire chez un huissier. Je rappelle qu'il y a donc une procédure judiciaire en cours et que cette pièce d'huissier est une pièce de la procédure en cours. Et je pense que c'est une faute grave. Député MoDem Erwan Balanant, qui s'en prend à Charles Aloncle et il lui reproche quoi exactement, Anne-Charlotte ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les commissions d'enquête, une des particularités, c'est qu'elles ne doivent pas traiter de procédures judiciaires en cours, et dans ce cas-là, c'est ce qu'explique Erwan Balanant, il y a une procédure judiciaire en cours et donc il demande pourquoi à Charles Aloncle... pourquoi il a eu le droit, en fait, sur quelle base il a eu ce contrat d'huissier alors qu'il y a une procédure en cours, et il dit que pour lui c'est une faute grave. Et donc, il parle de contrôle sur pièce et sur place et il dit normalement ça c'est un pouvoir qui n'est réservé aux députés que dans le cadre du contrôle d'une administration publique. Ça veut dire que là Charles Aloncle serait sorti un peu du cadre légal ? Ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que les députés n'ont pas à se mêler de la procédure judiciaire, n'ont pas à aller chercher les documents qui font partie de la procédure. Et là, c'est ce que Erwan Balanant reproche à Charles Aloncle en lui disant « Si vous avez ce constat d'huissier, c'est que vous avez eu accès aux documents de la procédure. » Et donc, il y a deux problèmes. C'est pas votre rôle, parce que normalement, le contrôle sur pièce, on l'a dit, c'est par exemple, vous voulez des chiffres, Bercy vous les donne pas, et ben vous allez les chercher, vous faites une descente, entre guillemets, en tant que parlementaire à Bercy, et vous dites « Je veux ça, 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 ça. » Mais là, on est dans autre chose. L'autre problème qui s'était posé aussi, c'est qu'à un moment, le président de la commission dit si vous avez ce constat d'huissier, il faut que vous en donniez connaissance à toute la commission d'enquête. Il faut que tous les députés aient la même information. Le constat d'huissier est aussi l'intégralité de la vidéo, parce qu'effectivement, il y a des extraits, et c'est ce que le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrier-Létus, a lui dit qu'il allait demander à l'Incorrect la vidéo en entier, mais il a aussi dit effectivement que si le rapporteur a en possession des éléments importants comme ces deux choses-là, il doit les communiquer à la... Et c'est vrai que les questions hier, il y a un moment qui vraiment m'a frappée, c'est-à-dire un moment, Charles Aloncle, donc le rapporteur, demande à Patrick Cohen, en lui ayant fait état de ce constat d'huissier dont il avait connaissance, il lui dit « Est-ce que vous retirez votre plainte ?» Ça, c'est une question, un député pose cette question-là, c'est un juge de poser cette question-là, un avocat. Et Patrick Cohen répond en disant alors sur la plainte, là, je ne sais plus exactement comment il est libellé, et d'ailleurs, en fait, je ne suis pas venue avec mes avocats. Et pour moi, cet échange, il résume parfaitement la difficulté et le problème des commissions d'enquête. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fameuse vidéo dont on parle, c'est la vidéo qui a donné l'occasion au groupe d'Éric Ciotti de dire on va mener une commission d'enquête pour dénoncer l'absence de neutralité, etc. Cette vidéo qui a un procédé quand même très particulier de filmer à leur insu des journalistes, de le diffuser 10 secondes
montée, sans qu'on ait l'intégralité de la vidéo. Et ce qu'en plus que Patrick Cohen et Thomas Legrand ont dénoncé, c'est le fait que cette vidéo, elle était exploitée, surexploitée par les médias du groupe Bolloré, dont on sait qu'il y a certaines proximités aussi avec certains groupes à l'Assemblée nationale. Donc la question qui se pose clairement, c'est est-ce que le rapporteur, il est au courant aussi de plus de choses, puisqu'il connaît, je ne sais pas, des gens des médias qui ont pu aussi lui donner un certain nombre d'informations. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 auditions, elles ont chacune duré plus de 2 heures, celle de Patrick Cohen et de Thomas Legrand, et beaucoup de députés, plusieurs députés qui étaient présents, membres de cette commission, ont regretté en fait pendant vraiment 2 heures et quart pour Patrick Cohen, 2 heures pour Thomas Legrand. Les questions du rapporteur, etc., étaient centrées sur, effectivement, la vidéo dont parlait Elsa et ce rendez-vous dans le café, mais en fait, n'ont pas été abordés des sujets plus larges sur l'audiovisuel public, et c'est ce qu'ont déploré plusieurs députés présents. Ce qui avait été fait la veille, parce que Sybille Veil, la PDG de Radio France, avait été auditionnée. Là, c'était plus large. On va terminer avec cette période des fêtes de fin d'année qui commence aujourd'hui. Alors on appelle ça traditionnellement la trêve des confiseurs. Est-ce qu'on sait d'où vient cette expression, Anne-Charlotte? Oui, et finalement, ça a une histoire politique, donc c'est rigolo d'en discuter là. En fait, ça remonte à 1874, et en fait, il y avait eu des discussions, des vifs débats à l'époque entre monarchistes, bonapartistes et républicains sur la future constitution de la Troisième République. Discussion au Parlement. Discussion au Parlement. Ouais. Et il avait été décidé de faire une pause dans les âpres débats, notamment pour laisser faire les affaires qui sont très importantes au moment des fêtes et de reprendre en fait les débats après. On est un peu dans la même configuration finalement. Alors sauf que cette année, la trêve elle va être un peu plus courte que prévu, que traditionnellement on va dire. Qu'est-ce qu'ils font les députés pendant cette période? Alors déjà, on peut imaginer qu'ils peuvent quand même s'accorder quelques jours en famille, etc. Mais après, ils passent aussi beaucoup de temps dans leur circo. Là, le budget a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Donc, certains doivent retrouver aussi le terrain. Il y a les cérémonies de vœux qui vont arriver également. Ce sont des choses qui se préparent. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Clément, c'est que d'habitude, les députés ont 3 semaines de pause à Noël, justement pour faire les fêtes en famille, et après pour faire le tour de leur circonscription et faire les cérémonies de vœux. Cette année, en dehors même des débats budgétaires, en fait, l'Assemblée reprend le 5 janvier parce qu'elle s'arrête au mois de mars pendant les élections municipales. Donc ils reprennent, ils n'ont que 2 semaines, et ils reprennent plus tôt. Et normalement, c'est des moments où, en effet, ils sont souvent d'abord, ils donnent la priorité aux cérémonies dans leur circonscription. Là, si on commence à reparler directement du budget, il va falloir qu'ils soient à nouveau à Paris tout de suite en janvier. Alors, cérémonie de vœux, ça ne veut pas dire grand-chose peut-être pour notre public, mais c'est un moment important pour les députés parce qu'en fait, ils prennent un peu le pouls de leur territoire, de leurs électeurs pour comprendre où en est l'opinion. Les députés nous disent que c'est vraiment très important. En janvier, on fait la tournée justement des clubs sportifs, des assos, des choses. Enfin, il y a des cérémonies de vœux qui sont organisées ils font le tour de tous les villages. Il y a parfois des villages où ils n'ont pas le temps d'aller dans l'année, mais ils y vont pour les cérémonies de vœux. Enfin, parfois, ils font 8 cérémonies de vœux dans la même journée. Et donc là, ça va être l'occasion peut-être de prendre le pouls sur cette crise agricole qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, à la fois avec la dermatose nodulaire, à la fois avec le Mercosur. Là, ils pourront dire que le Mercosur ne sera pas signé d'ici la fin de l'année. Donc, ils auront au moins les nouvelle rassurer jusqu'à fin janvier. Mais justement, c'était ma question qui vient. Si on se projette sur après la trêve des confiseurs, est-ce que ce problème du Mercosur peut ressurgir en janvier? Est-ce que ça peut aller jusqu'à une motion de censure du gouvernement si jamais le traité devait être finalement adopté? Alors la France Insoumise a dit que si en effet le Mercosur était adopté, elle déposerait une motion de censure. On verra ce qu'il en sera en janvier. C'est un sujet qui préoccupe le bloc central Oui, moi, très clairement. Marc Fesneau, par exemple, le président du groupe démocrate qui a été ministre de l'Agriculture, dit attention, cette histoire du Mercosur, c'est quand même un danger politique. Ils ont très bien identifié. C'est pas fini, et que justement, ça pouvait recueillir aussi une majorité à l'Assemblée contre. Que va-t-il se passer si la Commission européenne entérine l'accord, etc. Ça peut être aussi compliqué à l'Assemblée. Et en janvier à l'Assemblée, est-ce qu'il y a des chances qu'on parle d'autre chose que du budget et du Mercosur? Ça risque d'être effectivement un petit peu compliqué. Il y en a certains ministres qui sont inquiets finalement parce que le temps que prend le budget, c'est du temps perdu pour d'autres textes. Il y avait notamment le texte de la fin de vie qui devait être... L'objectif, c'est qu'il soit voté avant l'été 2026. Donc tout est décalé. Il y a le texte sur les fraudes en cours, il y a la décentralisation à venir. Il y a aussi la loi cadre sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc il y a des textes qui attendent derrière. Donc à un moment, s'il faut avancer sur le reste, il faut finir le budget.
Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, je vous souhaite pas encore de bonnes vacances parce qu'on a un dernier coup de collier à donner, mais on y est presque. On s'accroche. C'est la fin de ce numéro de Bourbon Hebdo. Tout LCP se joint évidemment à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Et on en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Un grand merci donc et à l'année prochaine. La séance est levée.